Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bienvenue dans cette émission de Wallonia Plus, une émission spéciale puisqu'elle sera totalement consacrée à cette réforme fiscale dont on nous parle depuis longtemps, sans la voir d'ailleurs. Et c'est une émission spéciale dans le sens où elle est réalisée en collaboration avec l'Ordre des experts comptables et comptables brevetés de Belgique, qu'on remercie. Et justement, sur ce plateau, nous avons deux amis proches de l'Ordre des experts comptables qui ont d'autres qualités. Ici, on a deux artistes de la finance et de la fiscalité que je vais vous présenter d'ici quelques secondes. Alors, à ma gauche, Tiffany Afschrift, avocate bien connue au barreau de Bruxelles, mais pas que, puisqu'elle sévit aussi à Singapour, à Genève, au Luxembourg. Et Hong Kong, pardon. J'ai dit pas encore Singapour, mais voilà. C'est une promotion avant l'heure. Et elle est aussi professeure de droit fiscal à l'école de commerce Solvay, ce qui me permet de faire le lien justement avec notre autre invité de marque, Roland Gillet, qui est un économiste bien connu, que vous voyez souvent sur les plateaux de télé et dans la presse écrite économique belge, qui est professeur de finance à l'université de la Sorbonne, donc à Paris, et qui est aussi professeur de finance à l'école de commerce Solvay, et qui est aussi un expert de renommée internationale pour toutes les matières, notamment traitant des affaires financières et bancaires plus particulièrement. Alors aujourd'hui, vous êtes là sur le plateau parce qu'on va parler de réforme fiscale. On en parle depuis tellement longtemps que ma première question, elle est toute bête, toute simple. C'est est-ce qu'elle va voir le jour, Tiffany? Alors, je n'ai pas de boule de cristal. J'espère bien qu'elle ne viendra pas le jour parce que je trouve qu'elle est exécrable. Maintenant, la question, c'est est-ce que ce gouvernement parviendra encore à trouver un petit arrangement comme pour tous les autres sujets, parce qu'en fait, c'est un gouvernement qui n'est fondamentalement jamais d'accord sur rien, et la fiscalité n'est qu'un des points de divergence entre eux. Alors, est-ce que ces divergences seront suffisantes pour qu'on reporte après les élections? En général, les réformes fiscales, on les fait après les élections et pas avant, oui, parce que ça déplaît. Roland, le regard de l'économie sur cette réforme fiscale? Mais de nouveau, j'espère qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui sera fait parce qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais la manœuvre, c'est surtout de le faire dans le bon sens. Et donc, tout le monde l'attend, on sait ce qu'on voudrait sur notamment les revenus du travail et on sait ce qu'on ne voudrait pas sur d'autres revenus. Et donc, la manière de voir s'ils vont trouver un accord avec cette partie au gouvernement, c'est ça qui va faire qu'on va le faire avant ou après les élections. Alors Tiffany, je lis avec beaucoup d'attention, et c'est normal, vos chroniques régulières dans ce magazine que le monde entier nous envie, à savoir Trends Tendance, mais pas que, aussi, vous sévissez sur les réseaux sociaux, et vous avez dit beaucoup de mal, cette réforme fiscale, et notamment le fait qu'elle soit neutre budgétairement. Pour vous, une vraie réforme fiscale, elle ne peut pas être neutre fiscalement. Mais moi, j'ai envie de vous dire comment est-ce qu'on peut le faire à partir du moment où, vous l'avez vu, Roland aussi l'a vu, il y a 50 économistes, il n'y a pas longtemps encore, qui ont signé une pétition, si je puis dire, ou une tribune, pour dire que le gigot est à l'os et que l'endettement est au maximum. C'est pas à vous deux que je dois vous expliquer que les impôts sont au maximum. Comment voulez-vous faire une réforme fiscale qui ne soit pas neutre ? Alors je pense que si elle est neutre, elle ne sert tout simplement à rien. Une réforme fiscale, une vraie réforme fiscale doit porter sur les deux colonnes du budget. Il y a des recettes et il y a des dépenses. Ce qu'on s'obstine absolument à ne pas vouloir voir dans ce pays, c'est que les dépenses sont trop élevées et qu'on ne cesse de les augmenter de façon tout à fait injustifiée. Alors si on ne touche pas aux dépenses, là aucune réforme ne sera utile parce que de toute façon, on aura des déficits qui seront impayables, et puis que simplement, on dit que sur les revenus du travail, le travail est sanctionné, qu'on paye trop d'impôts, mais c'est vrai aussi pour les revenus du capital. Contrairement à ce que le ministre prétend, la Belgique est un des pays les plus taxés au monde aussi sur les revenus ou sur le capital en général. Donc, on est les plus mauvais de la classe partout. Il faut se décider à s'améliorer, c'est tout. Alors, restons sur la colonne des dépenses. On va y venir dans quelques instants, mais la colonne de recettes, c'est pas possible. Mais c'est-à-dire que, d'abord, les dépenses, je pense que c'est le premier point, et les recettes, si on fait quelque chose qui est neutre, forcément, on augmente d'un côté, on diminue de l'autre. Et pour beaucoup, notamment la classe moyenne sur laquelle est prélevé essentiellement l'impôt, vous savez que d'un côté, on leur dit sur le revenu du travail, ça va un peu mieux, mais de l'autre côté, on vous le reprend de l'autre côté, soit sur éventuellement la fortune, soit éventuellement sur de la TVA mal appliquée, soit sur des niches fiscales qu'on enlève, qui ont pour but, une fois qu'on baisse le niveau d'impôt, de réaugmenter finalement le prélèvement au bout du compte. Oui, c'est neutre, mais pour la personne qui est au bout de la chaîne, c'est-à-dire celui qui regarde depuis le début jusqu'à la fin ce qu'il a net dans sa poche, le problème reste le même. Et donc je crois qu'ici, il faut savoir ce qu'on veut. C'est de où on va aller chercher les moyens pour faire éventuellement un tax shift intelligent. Alors,
revenons sur la colonne de dépenses auquel a fait allusion Maître Afskrift. Comment peut-on baisser cette colonne des dépenses? J'entends, c'est un discours libéral qu'on entend régulièrement, mais moi j'ai l'impression qu'il est absolument invendable aux gens. On l'a vu quand le Covid a éclaté, ou plutôt nous a contaminés. On s'est rendu compte qu'il y a plein de services publics, et notamment hospitaliers, qui étaient sous-financés. Et puis on a expliqué aux gens que l'argent, quand on voulait, on pouvait le trouver, parce que les taux d'intérêt étaient très bas. Comment vous allez revenir en arrière par rapport au mental, je dirais, l'ambiance de la population? C'est vrai, l'argent, on peut le trouver, il faut le trouver chez ceux qui ont de l'argent. Qui c'est qui a de l'argent? Qui c'est qui en prend le plus? C'est l'État. Donc c'est l'État qui doit se serrer la ceinture, et je pense qu'il y a deux domaines où simplement on ne perçoit plus le rôle tel qu'il devrait avoir. Nous avons une fonction publique qui reste pléthorique, beaucoup trop importante, et dont on a en plus augmenté les salaires pendant cette législature. Je pense que là, il y a des dépenses qui sont manifestement excessives, parce qu'on veut tout résoudre en engageant des fonctionnaires. Ça n'est pas. Alors, c'est vrai pour le fédéral, c'est vrai aussi pour les régions. Et puis, on a une mauvaise conception de la sécurité sociale. Il faut essayer dans cette conception purement social-démocrate et pas libérale du tout, on veut essayer de s'occuper des gens du berceau au cercueil, suivant le bon système social-démocrate. Moi, je trouve que non, la sécurité sociale, c'est un fil de sécurité qui devrait intervenir pour les gens qui en ont vraiment besoin. Et nous voyons que ça ne marche pas, parce que la SDF, il y en a partout. Alors Roland Gillet, vous allez me dire la même chose, j'imagine qu'avec 56 ou 57% de prélèvement sur le PIB, c'est les dépenses qu'il faut toucher? Mais de toute façon, il faut faire quelque chose sur les dépenses. Maintenant, au niveau des recettes, c'est clair, je l'ai dit avant, il faut certainement être plus sélectif et essayer de bien voir l'objectif. On a des gens au travail, le but, c'est évidemment qu'ils y restent, et on a des gens qui n'y sont pas, c'est qu'ils rejoignent. Le taux d'emploi est très faible chez nous, trop faible, et clairement, c'est là-dessus qu'on dit jobs, oui, mais d'accord, à un moment donné, il faut aussi que les entreprises puissent les offrir, ces jobs. Et deuxième chose, par rapport à l'État, qui lui, effectivement, est très gourmand, il faut se dire que quand il fait des cadeaux en étant gourmand, il fait des cadeaux à personne. Il ajoute une charge supplémentaire sur lui-même qui doit aller chercher dans la poche de ceux à qui il fait le cadeau. Donc, vous voyez, par exemple, à un moment donné, la crise Covid, on peut comprendre, parce que c'était quelque chose de très particulier, ça touchait tout le monde, on a arrêté l'économie. Mais ici, par exemple, sur l'énergie, dire à un moment donné, on baisse les accises pour tout le monde, c'est un cadeau totalement inutile pour beaucoup de gens. Il y en a beaucoup, ils auraient quand même roulé normalement avec leur véhicule, même si c'était monté à 3 €. Donc ces gens-là, il ne faut certainement pas leur faire un cadeau supplémentaire. Et deux, pour les autres, les inciter, alors qu'on parle beaucoup d'écologie, à rouler plus avec leur voiture, plutôt que de faire 100 mètres à pied pour aller dans une pizzeria, consommer l'argent qu'ils ont mis de côté pendant le Covid, cette épargne qui allait contribuer à la relance de l'économie, ça part en Russie, ça part au pays de l'OPEC, où il n'y a pratiquement aucune chance de retour. Donc clairement, ça, c'est des cadeaux inutiles. Ça fait du bien à la population, elle est habituée à recevoir ce type de cadeaux. Ça coûte très cher, et alors les gens disent à l'État, non, à nous-mêmes. Alors vous allez me dire non parce qu'on s'endette, parce que les taux sont à zéro. Ça coûte moins cher dans le budget de l'État tout de suite parce qu'on ne voit pas le coût de cet emprunt. Mais bien entendu que les générations futures devront absorber d'abord le remboursement et l'éventuelle reconduite, bien entendu, des emprunts, et surtout à quel taux. Donc il n'y a jamais de cadeaux faits par l'État. Il y a éventuellement des cadeaux à court terme qui doivent être financés à long terme. Alors Roland et Tiffany, jusqu'à présent, on a parlé, je dirais, presque d'un point de vue macroéconomique global. Je vais vous challenger tous les deux par rapport à vos propos. Je vais prendre l'exemple du droit d'auteur. Le droit d'auteur, on sait que c'est un mécanisme fiscal qui a été mis en place à une certaine époque pour imposer de manière moindre, très très douce, des artistes au sens large. Alors je vois que Tiffany est déjà en train de réagir. Ce qu'on a constaté, ce que le gouvernement a constaté, je ne vous dis pas qu'il a raison, mais c'est qu'un certain nombre de professions se sont engouffrées dans cette brèche, notamment des développeurs informatiques et tout, et qui ont pu bénéficier d'une taxation plus légère. Est-il impensable, que le gouvernement se dise non, on va réserver cet avantage fiscal à ceux qui le méritent vraiment et pas à des développeurs ou des codeurs qui n'ont rien inventé, qui ne sont pas des artistes? Alors, on n'a pas dit dans les textes légaux que c'était réservé aux artistes. On a dit que c'était prévu pour toutes les personnes qui perçoivent des droits d'auteur. Il se fait que sur certaines activités dans le domaine informatique qui impliquent une certaine créativité, un droit d'auteur peut se justifier. S'il se justifie, on est dans les conditions. S'il ne se justifie pas, et on n'avait pas besoin d'une loi pour le refuser pour les gens qui trichaient. Donc, il n'y avait pas d'abus
Il y a des gens qui utilisaient mal la loi, l'administration réagissait. Simplement, l'administration a souvent surréagi en s'attaquant à des gens qui avaient réellement droit à des droits d'auteur. Et je suis désolé, mais pour notre économie, avoir des créatifs dans des domaines qui sont liés à l'informatique, c'est important. J'ai entendu quand même le patron d'une firme aussi importante que Odoo nous dire que s'il n'y avait pas eu les droits d'auteur quand ils ont été créés, ils n'existeraient pas ou ils n'existeraient pas en Belgique du tout. Donc, franchement, le ministre présente ça en disant que c'était réservé aux artistes. Non, le texte ne disait pas ça. Il allait plus loin. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on veut le changer. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on taxe plus les revenus du travail. Disons-le clairement, à Van Petegem, il nous dit qu'il va taxer moins les revenus du travail. En tout cas, pour un certain nombre de personnes, ils vont payer beaucoup plus. C'est donc négatif pour un certain nombre de travailleurs en Belgique. Et il se fait qu'en plus, c'est pour des travailleurs qui sont créatifs. Donc, je trouve que c'est une très mauvaise réforme. Alors restons sur cette thématique des droits d'auteur. Et là, je regarde l'économiste avec le côté incitatif. Vous estimez, que ce soit les droits d'auteur ou pas les droits d'auteur, que la fiscalité belge, elle n'est pas assez incitative pour inciter, c'est le cas de le dire, les Belges à devenir entrepreneurs? Au contraire, on est en train de les décourager? Mais je pense que si c'était l'objectif, c'est une catastrophe, d'autant plus que c'est eux qui paient l'impôt en plus, parce que ceux qui n'ont pas les moyens n'en payent pas, et c'est normal, et ceux qui sont, retraités non plus. Donc clairement, une bonne partie de la classe moyenne, qui peut être d'ailleurs salariée ou au niveau des indépendants, effectivement, elle supporte le prix de l'impôt. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'il y a des mesures qui ont été faites, et j'en prends une parce que ça doit sûrement toucher le Premier ministre, qui fait certainement ce qu'il peut avec cette partie au pouvoir, Alexander De Croo, qui avait initié justement le tax shelter pour les PME, pour les petites entreprises, et qui avait, c'était au moment du gouvernement Michel, où je conseillais de façon indépendante le Premier ministre, et on voyait que c'était vraiment une très très bonne mesure qui allait justement favoriser la création d'entreprises et surtout la solidité des entreprises par des fonds propres plutôt que la dette dans l'entreprise. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, la loi est passée, c'était une bonne idée, mais elle était refusée aux créateurs eux-mêmes de l'entreprise, c'est-à-dire aux gros actionnaires, aux administrateurs et aux gérants. Donc ça veut dire en gros, à la belle-mère éventuellement, qui n'a rien à voir, qui amène ses fonds dans une entreprise, faut-elle encore qu'elle ait envie de le faire, là on donne un avantage fiscal et pas aux autres. Bon, on s'est dit avec le temps, on va corriger ça. Je vous signale d'ailleurs que quand on avait discuté, c'était la question de savoir combien ça allait coûter si ça réussissait trop bien pour des dépenses ça allait coûter au gouvernement maintenant, mais quand est-ce qu'effectivement, qui allait en avoir le bénéfice? Est-ce que c'était le gouvernement, celui-ci, ou le suivant? Ici est revenu, l'année dernière, exactement le même texte où on s'était rendu compte que justement pour favoriser les PME, il fallait d'abord que les principaux acteurs, donc les gérants, les principaux actionnaires ou les administrateurs puissent y avoir accès. C'est passé même dans la presse jusqu'au jour où le ministre Clarinval l'a annoncé. Et il était tellement heureux de le faire qu'il annonçait un peu trop tôt. Et le lendemain, ça n'est toujours pas passé. Et c'est pourtant Alexander De Croo qui était à l'initiative au moment de la création de cette idée et qui aujourd'hui est le Premier ministre. Donc il y a des gens qui ont dit au sein du gouvernement, pas ces gens-là évidemment, que c'était effectivement de nouveau un cadeau au grand capital. Comment est-ce qu'on peut imaginer un cadeau au grand capital quand une entreprise naît ? Quand c'est quelqu'un de mes étudiants qui sort et qui va commencer son activité et à qui on dit on vous donne l'occasion de mettre plus de fonds propres, sachant que dans le début de vie de la société, il va se passer des choses que vous n'aimez pas. Avec ces fonds propres, vous avez une chance de vivre encore. Si vous êtes obligé d'aller voir pour qu'on vous prête de l'argent, qui effectivement les intérêts sont déductibles fiscalement, la probabilité, si ça va mal, que vous fassiez faillite est plus grande. Eh bien, vous voyez, sur des idées aussi simples, on n'aboutit pas, et je pense que c'est la complexité d'avoir beaucoup de partis au pouvoir avec chacun des demandes différentes. Alors, Tiffany Rolland, vous avez des propos, je dirais, très, très, très virulents par rapport à cette réforme fiscale. Pourtant, je vais vous citer quelqu'un de connu. Alors, pas pour que vous soyez en porte-à-faux et que vous soyez fâché avec cette personne, parce qu'elle est connue. C'était un économiste, Étienne de Calataille. On ne peut pas dire qu'il est marxiste-léniniste tout de même. Et lui disait que cette nouvelle mouture, donc cette troisième mouture de la réforme fiscale, elle consiste en quoi? Il la résume comme ceci. On va moins taxer le travail, plus la consommation et plus le patrimoine. Et il estime que c'est une bonne chose. Mm-hmm. Mais ça vous fait hurler, Tiffany? Ça ne m'étonne pas de lui, pas du tout. On ne va pas moins taxer le travail. C'est de la propagande du ministre. On va moins taxer certaines personnes qui ont des revenus professionnels. Et en gros, quand on regarde qui
on va moins taxer les fonctionnaires et on va moins taxer les allocataires sociaux, c'est-à-dire ceux qui ne bénéficiaient pas de tous les avantages qu'on supprime. Mais pour les travailleurs qui travaillent dans le privé, les indépendants, les dirigeants de société, je pense que très souvent, on va plus les taxer parce qu'on supprime un certain nombre de mesures qui n'étaient pas vraiment des niches, qui étaient des correctifs qui existaient à cause de la surtaxation bien reconnue du travail. Et tout cela, ça n'existe plus. Donc on va taxer le travail un peu moins pour certains et beaucoup plus pour d'autres. Et pour le reste, on va taxer encore plus, non pas le capital, appelons ça comme c'est l'épargne des gens, de tout le monde. Oui, c'est moins péjoratif. Ah, ben, évidemment, mais pour les gens, moi je ne connais pas beaucoup de gens qui ont du capital, mais je connais beaucoup de gens qui ont de l'épargne et qui se font taxer de façon très excessive. En réalité, on taxe en Belgique des revenus fictifs. Quand vous avez des intérêts qui sont même à 2% et qu'on vous perçoit 30% de précompte dessus alors que vous avez déjà eu 7 ou 8%, je suis modéré, d'inflation, plus 2, moins 8, vous perdez de l'argent, vous payez quand même des impôts, plus une taxe sur les comptes titres que l'on veut doubler. Quand on crée un impôt en Belgique, c'est toujours comme ça. Oui, mais c'est pas grand-chose, c'est un petit taux pour faire passer la pilule. Et puis, une fois que la pilule est passée, carrément, on le double. Vous imaginez que sur n'importe quelle taxe qui touche des syndiqués, on met une petite taxe quelque part, on double, et vous voyez tout de suite leur réaction, et les épargnants doivent se laisser faire, toujours. Eux, ils ne sont pas syndiqués, c'est pour ça qu'on s'en prend à eux. Rage taxatoire, visiblement, pour Tiffany. Oui. Et Roland ? Mais là, je dirais quand même les choses un peu différemment, au moins sur le point vous disiez tout à l'heure, virulent. Non, je pense qu'il faut une réforme certainement à un moment donné. Il faut une simplification, il faut jouer sur les dépenses, certainement avant même de s'intéresser. Et je répète, les optimiser ne veut pas dire faire n'importe quoi, ni les baisser de façon dramatique sur, par exemple, les fonctions régaliennes de l'État. Non, je pense que c'est sur toute une série de choses où peut-être on peut le faire autrement et mieux. Par contre, je reviens sur ce que j'ai dit, et la mesure qui était là tout à l'heure, elle est même, et je l'ai fait exprès avec des gens qui étaient au gouvernement au moment où on initiait les choses, c'est de dire à un moment donné, on est tellement nombreux autour de la table qu'on n'arrive pas sur quelque chose où tout le monde est d'accord sur les principes. Je n'ai jamais vu quelqu'un de gauche ni de droite me dire, quand un jeune commence à vouloir, dans une chocolaterie ou dans la haute technologie, commencer son activité, lui permettre, déjà qu'il n'a pas beaucoup de fonds propres au départ, d'en mettre davantage parce qu'on lui octroie une chance supplémentaire pour la pérennité de sa société, de le faire convenablement, personne ne peut être contre ça. Et personne ne peut dire que c'est du grand capital. Donc je dis, si on n'y arrive pas, c'est pas parce que les élus qui sont là sont nécessairement idiots ou de mauvaise volonté. C'est parce que le système, à un moment donné, s'auto-neutralise avec des gens qui veulent, puisqu'ils sont nombreux autour d'une table, avoir chacun, finalement, leur bâton de maréchal après, en disant, on a fait quelque chose pour moi, en échange de quelque chose pour toi. Et ces arbitrages-là, dans un monde où, économiquement, aujourd'hui, on est fort endetté, on n'a pas beaucoup de moyens, et on n'a certainement pas de moyens en Belgique de taxer encore plus les gens, parce qu'on est déjà très loin, je trouve que ça vaudrait la peine de se remettre au travail sur la manière de les faire passer, ces mesures, parce qu'on peut les faire passer. Alors, tous les deux, Roland Gillet et Tiffany Ascript, vous semblez dire, et vous rejoignez d'autres collègues à vous, que généralement, le dirigeant d'entreprise est plutôt maltraité par la fiscalité en Belgique, et sans doute encore davantage avec la réforme qui est sur le point d'arriver, sans doute. Mais est-ce que vous n'exagérez pas, de nouveau, je joue peut-être l'avocat du diable, en ce sens où cette réforme fiscale va aussi profiter, alors peut-être pas aux dirigeants d'entreprise, mais pour les salariés qui travaillent pour lui, dans le sens où ils auront en poche un salaire net plus élevé. Pourquoi ? Parce que la quotité minimale d'imposition a été relevée, ça c'est prévu dans cette réforme fiscale, et puis parce que la tranche d'imposition de 45% a été élargie. Donc on soulage vers le bas et vers le haut. C'est sympa, non ? Alors oui, ça fait 69 € par mois au grand maximum pour ceux qui ne vont pas subir les conséquences négatives de ce projet. Alors c'est vrai, l'effet de la modification des barèmes fiscaux, c'est 69 € par mois dans le meilleur des cas. Mais tous ces gens quand ce sont des salariés, ils ont toujours bien au moins un des autres avantages que l'on va supprimer, qui vont parfois coûter
coûter beaucoup plus cher, à commencer par en matière de pension, par exemple, où là c'est un très gros problème. Et puis ce sont aussi des consommateurs qui vont payer plus sur ce qu'ils achètent. C'est le taux réduit, donc le taux des premières nécessités que l'on fait passer de 6 à 9, à moins de se nourrir seulement de fruits et de légumes, eh bien ça va coûter plus cher dorénavant. Et puis s'ils ont un peu d'épargne, ça va leur coûter plus cher également. Donc isoler seulement la seule mesure qui réduit l'impôt, c'est ce que fait le ministre, c'est ce qui a fait que le lendemain, tous les journaux titraient qu'on allait gagner 835 €, sans même dire que c'était par an et pas par mois. C'était entré dans le jeu du ministre. Il a fallu quelques jours pour corriger le tir. Alors oui, Tiffany, ça j'entends, et nous avons la chance tous les trois, et sans doute une bonne partie des personnes qui nous regardent sur Canal Z, c'est vrai que 69 €, ça semble assez marginal. Mais je reprends de nouveau les propos d'un autre économiste plutôt écolo, mais enfin quand même, Philippe Defeit, qui disait, vous savez, 69 €, lui il avait compté 70 €, mais pas à 1 € près. Sur un salaire de 1 400, c'est pas mal. Hein. Non, mais ça, je suis d'accord, mais on ne les a pas, parce qu'on paye plus pour d'autres choses. Roland. Mais oui, mais de nouveau, et je parle pour moi, comme ça je n'engage que moi, 69 €, ça représente de toute façon de l'argent. Ça, on est tous d'accord. Mais par contre, la quotité exemptée, c'est sur tout le monde. Pour des gens qui ont un salaire normal, à la limite, je peux encore comprendre, normal j'entends, qui sont à l'aise. Ces 69 €, est-ce qu'il ne serait pas mieux qu'ils ne les reçoivent pas eux? Et donc qu'on dise, cette quotité exemptée, on peut le tourner autrement, elle est pour des gens d'un certain revenu qui le justifient, et pour tous les autres, il n'y a aucune raison de faire ce cadeau. Je suis le premier à dire que si on fait vraiment plaisir à quelqu'un, et qui en plus, ça change sa vie, c'est sur ceux-là qu'on doit effectivement faire le cadeau, et donc ouvrir à tout le monde cette possibilité ne me semble pas nécessaire. Imaginez des très gros revenus, qu'est-ce que ça va changer pour eux? Donc voilà encore une bonne manière de faire des économies avec l'argent de l'État, c'est de dire réservons aux plus démunis, qui soient d'ailleurs salariés, parce que tantôt vous disiez qu'on a dit des choses, je l'ai dit moi-même, sur des jeunes entreprises, c'est des jeunes, parce que moi je les vois sortir de l'université et qui décident effectivement d'être des nouvelles entreprises, des indépendants ou des nouvelles sociétés. Mais il y en a d'autres qui sont salariés et qui commencent au bas de l'échelle et qui eux aussi ont besoin effectivement à ce moment-là peut-être d'une aide spécifique. Donc c'est pour tout le monde. Par contre, de la cibler et de ne pas faire comme on était un État riche qui peut dire on remonte la quotité exemptée d'impôt pour tout le monde alors que ce n'est probablement pas nécessaire pour toute une série, ça, c'est ne pas cibler et ne pas utiliser au mieux les moyens qu'on a. Alors, je ne dis pas que tout est simple. Je répète encore une fois, le but n'est pas de critiquer des gens qui prennent des responsabilités et qui ne sont en plus pas en phase avec les autres, puisqu'ils sont un grand nombre autour d'une table avec des idées au départ très différentes. Mais à un moment donné, sur des problèmes où le pragmatisme veut que c'est des faits, c'est même plus des opinions, prendre des décisions qui vont dans le sens de prémunir aux gens les plus démunis, effectivement d'en avoir plus, parce que c'est ça aussi mon idée, c'est de dire si vous donnez à tout le monde, dont à des gens que vous n'avez pas besoin, et que ces gens qui le reçoivent et qui n'ont pas besoin prennent une partie de cette aide, vous ne ciblez pas sur ceux que vous voudriez aider et qui, eux, le mériteraient de l'avoir. Et donc, c'est important. Alors, Roland, Tiffany, on arrive tout doucement au terme de cette émission. Il reste encore 6 minutes, donc voilà. Mais je voudrais quand même poser la question. Est-ce que Roland ne vient pas de pointer du doigt l'un des maux de la Belgique, à savoir, que quand on veut aider les gens qui en ont vraiment besoin, on se rend compte qu'on n'a pas l'appareil statistique, alors peut-être pas ici pour les impôts, mais on ne sait pas cibler, première chose. Et puis 2, Tiffany, vous avez fait allusion tout à l'heure, à défaut de pouvoir contrôler, parce qu'on ne sait pas contrôler les fraudeurs, on change la loi, c'est beaucoup plus simple. Mais ce n'étaient pas des fraudeurs en matière de droit d'auteur. Ce sont des gens qui sont dans les textes, dans le texte de la loi, un texte qui, je ne peux quand même pas imaginer que quand on l'a rédigé, on voulait le réserver seulement aux artistes et qu'on a mis... et aux journalistes, qui l'utilisent beaucoup. Voilà, quand même. Et qu'on a mis 22 ans pour remarquer qu'on s'était trompé et qu'il fallait corriger. Non, c'est pas sérieux, je suis désolé. Là, le ministre raconte une fable et malheureusement, ça, c'est pas un projet, ça c'est déjà voté, ce texte-là. Mais là, il y a un problème, et c'est un problème aussi si on veut attirer des entreprises. C'est pas seulement des gens qui vont partir, c'est des entreprises qui viendront ailleurs qu'en Belgique. Moi, j'ai déjà remarqué des gens qui avaient des projets en Belgique et qui se sont dit, tout compte fait, on peut aller ailleurs, à cause des droits d'auteur. Donc, perte de masse fiscale. Perte de masse fiscale, alors... Juste rajouter un mot. Ce qui est important aussi, c'est d'inciter les gens à créer de la valeur.
Parce que plus le gâteau sera grand, plus on pourra le répartir. Et donc aujourd'hui, de motiver les jeunes, que ce soit chez moi à l'université ou dans des écoles techniques, le but, c'est que ces gens aient envie d'abord de le faire en Belgique, parce que moi j'en connais qui partent parfois, et ça c'est une erreur, parce que là on a payé tout l'enseignement pour eux qui est bien financé, pour qu'ils puissent faire des études. C'est pas du tout, moi je suis parti également à l'étranger à un certain moment de ma carrière, mais c'est de dire à un moment donné, il faut surtout qu'ils soient heureux d'être chez nous. Et donc d'avoir des mécanismes incitatifs qui montrent qu'ils sont importants parce qu'ils créent de la valeur, et que grâce à la valeur qu'ils créent, on peut alors, en prélevant de façon intelligente et pas trop exagérée, les conserver dans l'économie et en plus utiliser cet argent pour alors alimenter, pour les plus faibles, mais uniquement les plus faibles, ceux qui ont vraiment en priorité besoin de cette aide. Je pense que c'est ça le vrai défi, parce qu'aujourd'hui, les moyens qu'on a pour faire, on arrose tout le monde, comme lors d'une crise Covid où on a fait ce qu'on pouvait, et je comprends que c'était difficile, et que là, à ce moment-là, on n'a pas su choisir. Aujourd'hui, on a ce choix qui est possible. Et je pense que d'avoir un pragmatisme sur ce qu'on veut avec une fonction objective et des résultats testés après, ce sera ça qui nous permettra d'utiliser mieux nos ressources. Je vous propose de terminer sur une note peut-être optimiste ou positive, à travers le titre d'un éditorial d'un confrère à votre serviteur, Paul Gérard, qui est rédacteur en chef de l'Écho, et qui a écrit un excellent édito il y a quelque temps, qui a d'ailleurs fait réagir Tiffany Afscript. Alors je vous lis simplement le titre, et ce serait la conclusion. « Le bon impôt sur le travail, c'est celui qui donne envie de travailler ». J'aimerais que vous réagissiez tous les deux là-dessus en terminant cette émission. C'est merveilleux cette phrase, je trouve qu'il dit exactement ce qu'il faut comprendre. Ici, actuellement, on a un système qui pénalise le travail, qui pénalise d'ailleurs tout l'ensemble des revenus, et donc ce qu'il faudrait, c'est en sortir de ce système et donner aux gens envie de travailler, ce qui signifie qu'il faut dans leur salaire une plus grande partie dans leur poche et une plus petite partie dans la poche de l'État. Moi, j'ajouterais en complément qu'il faut bien voir qu'une entreprise est faite de travailleurs et de gens qui font tourner l'entreprise, même si je rejoins ce qui a été dit. Et donc, de se dire à un moment donné, si on ne prend pas l'ensemble, on risque de décourager ceux qui créent l'entreprise, et là, il n'y a pas de travailleurs du tout. Donc, ça doit être vraiment bien fait, parce que les travailleurs sont à un moment donné un coût, mais aussi sont la réalité qui permet une entreprise. Mais il faut que l'ensemble soit géré. C'est que dans ce pays, on attaque souvent la richesse au lieu de s'attaquer à la pauvreté. Effectivement, à certains moments, clairement, si on pourrait le penser comme ça. Par contre, je ne pense pas que c'est une volonté, mais à certains moments, on y arrive à certains moments, oui. Merci Tiffany Afscript et Roland Gillet, merci pour votre temps et votre expertise. Et je remercie aussi nos amis de l'Ordre des experts comptables et comptables brevetés de Belgique pour leur soutien et leur partenariat dans le cadre de cette émission entièrement consacrée donc à la réforme fiscale. Et on vous retrouve donc la semaine prochaine pour une émission plus normale, plus classique, Wallonia Plus. À très bientôt.